parler de la fanfiction et en quoi la légalité entre en jeu dans cette pratique. Donc, la fanfiction est une forme de réécriture amateur pratiquée par des lecteurs admiratifs d'une œuvre ou d'un univers fictif. Les fans peuvent fanfictionnaliser des livres, des films, des séries télévisées, des jeux vidéo, des pièces de théâtre, des célébrités, des YouTubers, etc. Il n'y a pas de limite. On remarque que les sujets les plus populaires sont les œuvres qui ont fait sensation. Cette pratique relativement nouvelle a engendré un véritable engouement dans les communautés des fans depuis le 20e siècle, plus particulièrement depuis l'arrivée d'Internet. Cependant, l'opinion des auteurs dont les œuvres se voient reprises est divisée. Certains, tels que J.K. Rowling, auteur d'Harry Potter, se disent flattés et heureux de voir qu'ils ont donné envie d'écrire. D'autres s'y opposent fermement, comme Anne Rice, auteur d'Entretien avec un vampire et de Lestat le vampire, qui s'exprime ainsi sur son site officiel. Donc, je n'autorise pas la fanfiction. Les personnages sont sous copyright. Rien que la pensée qu'on puisse utiliser mes personnages dans une fanfiction me contrarie énormément. J'enjoins mes lecteurs à écrire leurs propres histoires originales avec leurs propres personnages. Il est essentiel que vous vous conformiez à mes vœux. Donc, c'est assez clair. Donc, il est vrai que la pratique soulève plusieurs questions d'ordre juridique que nous proposons d'envisager. Donc, dans un premier temps, je propose une description du phénomène de la fanfiction. Dans un deuxième temps, nous reviendrons sur les problèmes juridiques qu'elle entraîne. Donc, première partie, qu'est-ce que la fanfiction? Je vais revenir sur ça. Donc, qu'est-ce que la fanfiction? Tout d'abord, la fanfiction ne pourrait pas exister sans un regroupement de fans qui s'enthousiasment pour les mêmes œuvres de fiction. Donc, ensemble, ces fans forment un fandom, un fan domain en anglais, qui constitue non seulement une instance de réception, mais aussi de production et de publication. Le fandom, comme on le définit aujourd'hui, se rencontre autour d'une œuvre qu'il aime, mais aussi qu'il entend prolonger. Il tiendrait ses origines de la première publication du magazine américain de science-fiction Amazing Story en 1926 qui offrait une section où il était possible pour les fans de communiquer entre eux. Donc, une chose en entraînant une autre, le fandom s'est agrandi et organisé, ce qui a donné naissance dans les années 1930 à des magazines créés par des fans, pour des fans et dédiés à ces échanges. On les nomme fanzines. Il faut toutefois attendre les années 1960 pour que cette pratique se popularise. Dans les mêmes années, on peut observer un glissement de l'intérêt pour un genre dans son entièreté à un engouement pour des œuvres en particulier, à l'instar de la série populaire américaine Star Trek, qui est aujourd'hui considérée comme le premier fandom télévisuel. Donc, dans les années 1980, le fandom télévisuel s'agrandit davantage pour inclure tous les rassemblements des fans où les auteurs de fanfiction s'échangeaient des versions papier de leur histoire. Plus encore, cette décennie marque l'élargissement des intérêts des fans qui portent leur attention vers d'autres genres audiovisuels et littéraires. Les fanzines deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus diversifiés, ce qui a attiré l'attention des chercheurs tels Henry Jenkins, travaillant en études culturelles, donc Cultural Studies, et plus particulièrement en études des fans, Fan Studies. Rapidement, la production de textes prend des proportions titaniques. L'arrivée d'Internet a révolutionné cette pratique en offrant un moyen d'archiver, d'organiser et de partager le contenu des fanzines. Les fans ont créé par la suite des sites servant spécifiquement de lieux de publication de fanfiction, comme, à titre d'exemple, fanfiction.net, créé en 1998 aux États-Unis, est l'un des premiers sites et surtout le plus connu. Ce nouveau médium qui facilite la production et les échanges contribue à l'augmentation exponentielle de création des fanfictions. Mais qui sont les fans derrière ces réécritures? Donc, les fans-auteurs sont, d'après plusieurs études, majoritairement des jeunes femmes. Bien que certaines trentenaires soient aussi actives, les adolescentes et les jeunes adultes semblent dominer la scène de la fanfiction. Toutefois, on remarque depuis les années 2000 qu'il y a une augmentation de la participation masculine. En étudiant le profil volontairement fourni par les fans sur les sites de fanfiction, sous pseudonyme évidemment, Sébastien François rapporte que les jeunes sont bien souvent des étudiantes aux aspirations fort variées qui écrivent plus pour le plaisir que pour faire carrière. Donc, il n'en reste pas moins que d'autres voient cette pratique comme une forme d'entraînement à la véritable création littéraire, comprendre à l'écriture non dérivative.
La présence féminine massive semble avoir infléchi ce type d'écriture par une tendance à écrire de la romance et paradoxalement la romance entre des personnages masculins. Donc, on qualifie ce type de couple yaoi ou yaoi. Donc, cette tendance constitue l'une des caractéristiques les plus saillantes de l'écriture fan, qui est aussi connue sous le nom de slash. Analysée comme une manière chez les femmes en majorité hétérosexuelles d'infléchir les représentations de genre véhiculées par des principaux médias et de manifester une aspiration en plus d'égalité dans les couples. Donc, cette intention est toutefois bien souvent contrebalancée par certaines maladresses d'écriture et par une représentation des couples hétérosexuels trop idéalisés ou clichés. Malgré tout, la fanfiction donne aux jeunes femmes une voix et fournit une plateforme pour aborder des sujets tabous qui découlent souvent d'expériences personnelles telles que la violence conjugale envers les enfants, l'inceste, l'intoxication, la dépression, les pensées suicidaires, la boulimie, l'anorexie, etc. Donc, en ce sens, la fanfiction demeure un lieu d'expression de soi qui unit les fans sans discrimination, sur le plan international et autour de laquelle se construisent des communautés de fans qui se soutiennent moralement entre eux. Donc, les sites dédiés à la fanfiction permettent un contact facile entre les fans, ce qui crée une communauté active non seulement sur le plan de la créativité, mais aussi de la réactivité. La section commentaires offre 1000 critiques et rétroactions qui auront une influence sur la fiction du fan-auteur, tant sur la forme que sur le contenu. La publication périodique, un chapitre à la fois pour les fictions longues, renforce le pouvoir de contribution du fan-lecteur. Certains fan-auteurs encouragent même des rétroactions, en sollicitant l'avis des lecteurs au début ou à la fin des chapitres. D'autres font des sondages qui interrogent les fans-lecteurs sur ce qu'ils désirent lire dans la suite de l'histoire. Donc, ces échanges n'en restent cependant pas la relation auteur-lecteur, puisque nombre de lecteurs sont eux-mêmes producteurs de fanfiction. Donc, celui qui écrit le fera donc toujours avec la conscience de s'adresser à des lecteurs qui sont aussi des créateurs et qui pourront le juger comme ses pairs. Lui-même, loin de se contenter de la lecture des hypothèses qu'il réécrit, sera bien souvent lecteur assidu des fanfictions des autres. Donc, cette dynamique complexe et particulière infléchit le contenu des fanfictions elles-mêmes. Il n'est pas rare de trouver des textes inspirants les uns des autres ou même de lire une fanfiction d'une fanfiction. Il ne faut toutefois pas croire en l'absence de différends au sein de la communauté. Elle se divise parfois en factions qui se livrent une guerre féroce dans la section des commentaires ou sur le forum du site. Un exemple bien connu de ce type de dissension se trouve dans le fandom de la saga populaire Twilight de Stephanie Meyer, où les fans se qualifient de Team Jacob ou de Team Edward, chaque partie disputant le choix amoureux du personnage principal nommé Bella. Comme pour beaucoup de pratiques d'écriture, les frontières qui définissent la fanfiction ne sont pas hermétiques. C'est d'autant plus vrai dans un genre qui ne semble être régi par aucune règle, ni aucune autre limite que celle de l'imagination. Donc, le principe fondamental derrière la production de fanfiction est l'allusion à une question incontournable. Et si? Cette question ouvre la porte à toutes les possibilités de fiction qui se cachent dans les failles, les blancs ou béances, et les opportunités ratées de la diégèse originale. Donc, malgré l'éclectisme de l'écriture des fans, on décèle plusieurs tendances qui définissent des genres spécifiques. Parmi elles, certaines sont plus problématiques que d'autres, comme on le verra. Donc, de manière générale, on remarque une écriture à trous liée au contexte de publication. Comme les textes sont écrits pour une communauté ayant une bonne connaissance de l'œuvre originale, ils émettent de plus ou moins grands pans descriptifs ou événementiels déjà connus des fans dans leur récit. Les fanfictions peuvent ainsi être aussi courtes et aussi longues que les fans le souhaitent. Certaines fanfictions ne font qu'une centaine de mots et d'autres font plusieurs centaines de milliers de mots, donc beaucoup. Ainsi, il peut arriver que la fanfiction soit beaucoup plus volumineuse que la diégèse originale, prenant symboliquement beaucoup plus de place qu'elle. Il existe une pluralité des genres et des contraintes bien connues des fans. Une fanfiction peut être une préquelle, une séquelle ou une version alternative d'un des événements de l'histoire source. Le fan apprécie beaucoup les changements contextuels, qu'ils soient spatiaux ou temporels. On retrouve ainsi des histoires se passant à une autre époque, dans une autre dimension, ou même dans l'univers issu d'un autre fandom, ce qui donne naissance à des fanfictions qu'on nomme crossover.
Bien souvent, c'est sur un des personnages que porte la modification. On choisit de modifier le sexe, l'orientation sexuelle ou la personnalité d'un ou plusieurs personnages, ou encore de modifier leur rapport avec le bien ou le mal, pour voir comment cela change l'histoire. Un intérêt pour la psychologie des personnages explique en partie, selon Marion Latta, le type de genre ou de sous-genre que privilégient les fan-auteurs. Donc, je la cite. On pourrait parler ici de genre relationnel, où ce sont les émotions suscitées ou décrites qui sont mises en avant par le système de classement. Les sites proposent en effet d'inscrire les fanfictions dans des genres qui, pour beaucoup d'entre eux, sont soit empruntés à des genres empruntent à des genres traditionnels mettant en avant des émotions, comme vous pouvez voir ici, et soit créer des nouvelles catégories reposant entièrement sur une émotion, comme on peut voir à droite. On le voit, paradoxalement, la pratique de la fanfiction est à la fois très libre et très compartimentée. En fait, il est possible de dégager deux grands groupes de fanfiction, selon le type de modification qu'elle apporte à l'histoire source: la distorsion et l'attribution. Les modifications sur un personnage ou sur le contexte tiennent de la distorsion. Les préquels et les séquelles tiennent de l'attribution. On va voir que la distorsion est celle qui pose le plus de problèmes. Ce qui m'emmène à ma deuxième partie. Est-ce légal? On se posait tous la question, je pense. Donc, cette pratique d'écriture semble bien inoffensive, mais elle pose de sérieuses questions juridiques. Qu'elle relève des droits d'auteur ou du droit moral, la légalité de la fanfiction est sujette à débat. Plus encore, les lois sont loin d'être adaptées à cette pratique, ce qui apporte beaucoup de confusion juridique. Cela est d'autant plus vrai que la fanfiction est un phénomène Internet et donc international. En d'autres termes, il semble impossible de réglementer la fanfiction, car les lois qui régissent les droits d'auteur diffèrent selon les pays. Prenons d'abord, par exemple, les lois européennes, qui adoptent une position plus stricte et réglementée que les lois états-uniennes. Donc, récemment, le Parlement européen a voté une loi redéfinissant les limites du droit d'auteur dans le but de se conformer à l'ère du numérique. Fortement controversé, l'article 17, anciennement l'article 13, sur le copyright, énonce qu'il est désormais obligatoire pour toute création amateur publiée sur Internet et se servant d'un contenu protégé de verser l'entièreté de ses revenus au titulaire du droit d'auteur. Les seules exceptions étant les citations, les parodies, les pastiches et les sites ne générant aucun revenu. Donc, les sites de la fanfiction sont donc pour l'instant à l'abri. Mais pour combien de temps encore? Cet article n'annonce rien d'encourageant pour le futur de la création des fans. Plus encore, ils semblent promouvoir un système de filtre qui préviendra l'utilisation d'œuvres protégées sur Internet. Ainsi, une censure automatisée régnera très bientôt sur la sphère numérique, qui représentait jusqu'alors le partage d'idées, l'ouverture d'esprit, l'innovation et la liberté de création, d'expression. Certains juristes, comme Arnaud Latil, sont d'avis que la jurisprudence devrait avoir une plus grande considération pour la liberté de création. Donc, cette opinion est appuyée par la loi française numéro 2016-925 du 7 juillet 2016. Ça fait beaucoup de chiffres. Qui déclare non seulement que la création artistique est libre, mais aussi que sa diffusion l'est tout autant. Ce qui signifie que les fan-auteurs semblent avoir un certain appui juridique justifiant leur passe-temps. Cette loi représente un des rares arguments en faveur de l'existence de la fanfiction, dont les contenus entrent dès lors, en théorie, dans le domaine du fair use, usage acceptable. Il n'en reste pas moins que, comme le souligne Jenkins, les limites de ce qu'on peut considérer fair use dans la fanfiction demeurent floues, même après 3 décennies de débats. En effet, la jurisprudence française paraît admettre une zone grise où les limites de la liberté de création et des droits d'auteur empiètent les unes sur les autres. Aux États-Unis, bien qu'à première vue, les lois concernant le copyright semblent plus accommodantes, elles ne permettent pas plus de liberté. Elles ont plutôt tendance à vouloir suivre l'exemple européen à établir un système de censure qui sert presque uniquement les titulaires des droits d'auteur, sans vraiment prendre en considération la liberté artistique des fans. En 1998, le Digital Millennium Copyright Act, DMCA, a été mis en place. Cependant, il a été accusé de favoritisme envers les empires cinématiques et littéraires.
et d'abus de pouvoir envers les créateurs amateurs. Patrick McKay de la Regent University Law argue que la clause états-unienne sur le copyright a pour but ultime de promouvoir le progrès de la littérature. Ainsi, l'abus apparent des titulaires des copyrights devrait être freiné. Mais ce n'est pas le cas, car ils sont protégés par la loi. Heureusement, Jenkins souligne qu'il n'y a pas juste des prohibitionnistes parmi les producteurs cinématiques et littéraires. Il y a aussi des collaborateurs qui tolèrent la fanfiction ou s'associent avec les fans créateurs afin de profiter de l'opportunité commerciale sans pour autant déprécier la liberté de création. Donc, comme mentionné au début de la présentation, tous les auteurs sources ne sont pas favorables aux fictions dérivatives des fans, car ces derniers créent à partir de leurs œuvres sans leur permission. Toutefois, ils les tolèrent la plupart du temps sous certaines conditions. Les limites se situent généralement, comme le souligne l'avocate française Laure Bouchard, dans l'absence de recherche de profit, dans l'absence d'atteinte à l'intégrité de l'œuvre et dans l'absence de recherche de confusion avec l'œuvre première. Si la première et la dernière condition sont largement respectées, la deuxième est souvent enfreinte. Entre alors en jeu la question du droit moral. Donc, les fans-auteurs prennent des libertés créatives qui ne plaisent pas toujours aux auteurs originaux, car ces libertés vont à l'encontre de la vision ou de l'intention qui a motivé l'écriture de leur œuvre, donc, ce que le droit appelle une dénaturalisation. On voit bien ici que les fanfictions qui pratiquent la distorsion ont plus de chances d'engendrer des dénaturalisations. C'est notamment le cas quand elles mettent en jeu du contenu sexuel, ce qui paraît irrécevable pour bien des auteurs, y compris J.K. Rowling, a priori ouverte à la fanfiction. L'attribution, elle, a tendance à respecter davantage l'esprit de l'œuvre. On y perçoit plus aisément la volonté d'apporter une nouvelle perspective à l'œuvre avec l'attribution. Pourtant, toute fanfiction pourrait être considérée comme une réponse ou une critique à l'œuvre source. Il faut garder à l'esprit que la très grande majorité des fan-auteurs écrivent dans un but ludique et n'ont aucune réelle intention d'attaquer la vision de l'auteur source des œuvres qu'ils apprécient. Donc, le monde créatif actuel est composé d'une stricte dichotomie entre les producteurs et les consommateurs culturels. La loi privilégie les grandes comparations cinématiques et littéraires plutôt que les créateurs amateurs qui cherchent à faire du profit, car ils ont plus de poids et de ressources. Donc, ils ont de l'argent, des avocats, des soutiens, des statuts officiels, etc. De plus, ils ont l'avantage de faire tourner l'économie. On n'a qu'à regarder les sommes astronomiques dépensées lors de la création de films hollywoodiens ou l'argent que rapportent les best-sellers. Cette dichotomie détermine également les titulaires des copyrights. Dans le monde audiovisuel, les copyrights appartiennent généralement à la compagnie qui a produit le film, telle que Warner Bros., Disney, DreamWorks, 20th Century, etc. Dans le monde littéraire, la hiérarchie diffère légèrement. Bien entendu, les auteurs détiennent les copyrights, mais la maison d'édition a son mot à dire sur l'œuvre qu'elle publie. Ainsi, en raison des enjeux économiques, les éditeurs veulent le monopole d'une œuvre qu'ils ont publiée. C'est justement l'argument commercial qu'avancent les titulaires des copyrights. Ils ne veulent pas que le créateur des fans occupe une place sur le marché qui pourrait appartenir à l'auteur original. La réalité est qu'une fiction comporte des béances qui donnent l'opportunité à l'auteur de se replonger dans l'univers qu'il a créé et de publier une œuvre complémentaire. C'est une nouvelle chance de faire de l'argent avec une fiction déjà bien appréciée. Cependant, les fans également comblent ces béances en produisant des fanfictions. De ce point de vue, les titulaires des copyrights perdent une opportunité de monétarisation. Doit-il pour autant s'opposer aux créations amateurs à cause d'une opportunité commerciale ratée? D'après les observations de plusieurs chercheurs, les fanfictions n'ont presque, sinon aucun impact sur le marché. Cette pratique n'est pas connue de tous les fans et ceux qui la connaissent savent pertinemment qu'elle ne produit aucune fiction officielle. L'auteur source peut toujours republier ses œuvres complémentaires sans problème. De plus, très peu de fanfictions se retrouvent devant la possibilité d'être publiées dans une instance officielle. L'un des rares cas est le roman populaire 50 Shades of Grey, qui était à l'origine une fanfiction de Twilight. Une petite précision, par contre, quand on a pris la fanfiction, ils ont tout changé ce qu'ils pouvaient rattacher au Twilight pour qu'il y ait des questions de copyright. Là. Donc, maintenant, 50 Shades of Grey est vraiment rendu l'histoire officielle là, et plus considérée comme une fanfiction. Donc, si le produit des fictions dérivées ne vole pas la place commerciale qui a préoccupé l'œuvre originale, ne peut-on pas en outre les considérer d'un point de vue promotionnel? En effet, les fanfictions nourrissent l'enthousiasme des fans. Elles promeuvent l'œuvre originale. Ce sont d'ailleurs les échanges dans les communautés des fans qui les encouragent à savoir plus. Ils veulent devenir des experts
de cette fiction afin de gagner de nombreux débats sur les forums ou dans la section des commentaires. Ainsi, non seulement la fanfiction prolonge la vie d'une œuvre, mais elle fait en sorte qu'elle reste toujours dans l'imaginaire collectif. En ce sens, cette pratique d'écriture amateur est un passe-temps profitable autant pour les fans qui prennent plaisir que pour les auteurs et les éditeurs de l'œuvre source qui bénéficient en quelque sorte d'une publicité. En règle générale, les fans-auteurs ignorent largement les lois entourant le copyright et le fair use. Certes, ils ont une idée générale de la propriété intellectuelle, mais ça ne va pas plus loin. En outre, l'illusion de l'égalité qu'offrent les sites de fanfiction conforte les fans-auteurs. Sur le site de fanfiction.net, par exemple, cette légalité apparente comprend des règles qui doivent être respectées par les fan-auteurs sous peine de sanctions, dont l'obligation lors de la publication de classer la fanfiction selon un système d'avertissement qui rappelle celui qu'on trouve au cinéma. Cette classification obligatoire des fanfictions se fait en fonction de l'âge du public cible. On retrouve également des avertissements qui informent le lecteur des sujets sensibles traités dans l'histoire et de la présence de divulgateurs, donc les spoilers. Ce système donne ainsi une impression aux fan-auteurs d'être protégés des plaintes contre l'utilisation d'un contenu inapproprié. D'ailleurs, tout contenu sexuellement explicite est proscrit, car il est trop aisément accessible aux jeunes lecteurs. Fanfiction.net interdit la publication de textes basés sur les œuvres de 12 auteurs qui ont communiqué directement avec les gestionnaires du site en ce sens. Cela donne la fausse impression que les fan-auteurs peuvent utiliser les œuvres de tous les autres auteurs sources sans problème. Par ailleurs, on observe la présence systématique d'un disclaimer à chaque début de fanfiction, même si celui-ci est parfois un peu trop désinvolte. Il est à noter toutefois que le disclaimer n'a pratiquement aucun poids juridique. Il ne fait que contribuer à l'illusion de l'égalité qui conforte les fans dans leur liberté de création. Cette illusion de l'égalité est cependant bien fragile et un système de sanctions est difficilement applicable. Effectivement, certaines règles ne sont pas respectées, ce qui n'empêche pas la publication d'un texte puisque le site n'utilise pas de filtre. De plus, l'infraction des règles se fait sans grande pénalité, à moins que le fan-auteur ne soit dénoncé par d'autres utilisateurs du site. Dans ce sens, le fan-auteur risque de voir son texte, voire son profil effacé. Paradoxalement, il existe une forme de code éthique dans la communauté des fan-auteurs. Le plagiat d'une fanfiction sans l'autorisation du fan-auteur qui en est à l'origine, il constitue par exemple un interdit strict. Ce qu'on doit entendre par plagiat ici, c'est la reprise d'une intrigue incluant les événements et les réactions des personnages impliqués, ou le vol d'un personnage original. L'unicité d'une fanfiction repose sur l'interprétation personnelle de la fiction source ou d'une approche diégétique générale de celle-ci. En d'autres termes, les fan-auteurs peuvent reprendre la même idée comme point de départ pour leur récit. Ce qui importe est que le développement de l'intrigue et la représentation de la psychologie des personnages soit original. Donc, généralement, ces vols de contenu sont signalés par les fans lecteurs dans la section des commentaires où ils dénoncent avec véhémence le manque d'originalité. Donc, ça conclut ma présentation. Pour répondre à la question du début, est-ce que c'est une pratique illégale, Pour l'instant, il était difficile de se prononcer. Les lois sont pas super adaptées encore. Elles sont un peu floues sur ce qui devrait être admis comme fair use puis qu'est-ce qui ne devrait pas être admis. Ce serait vraiment intéressant de s'intéresser plus, surtout que la création des fans prend de plus en plus de place dans le monde culturel actuel. Les lois sont un petit peu trop ambiguës pour démêler tout ça. Donc, bien que les législations commencent à adapter à l'ère du numérique et de la reprise fictionnelle, elles arrivent difficilement à établir des limites justes et claires qui ne favorisent pas que les grands empires cinématiques et littéraires, mais aussi les créateurs amateurs. Donc, voilà ce qui conclut.